Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 16e épisode de Sapristi. Ah, déjà 16 épisodes, on en a vu des choses ensemble dans Sapristi. On aura parlé d'originalité et du besoin de se distinguer. On aura parlé des cycles de tendance et de l'intemporalité. On aura parlé de ce qui fait qu'un vêtement est masculin ou pas. Bref, nos thèmes préférés dans Sapristi, c'est les grands concepts du style. Mais il y a quand même une question qui subsiste. Qu'en est-il de la cohérence entre le style et son porteur? La fameuse authenticité, l'homme qui fait le vêtement, le moine qui fait l'habit. Autrement dit, quels sont les critères qui font que l'on juge que quelqu'un est habillé de façon authentique, tandis que d'autres sont jugés déguisés? Et surtout, quels sont les éléments de notre image sur lesquels on a une forme de contrôle afin de renvoyer justement cette authenticité si recherchée? Storytelling, l'art de l'extrapolation. Tout d'abord, il faut que je te dise un truc et je vais te le dire sans pincette. Après quelques années dans le milieu du vêtement, je pense pouvoir affirmer que les gens les plus stylés, même les plus respectés, les plus cool, les plus authentiques, sont tous au moins un tout petit peu des baratineurs, que ce soit directement à travers leurs propos ou implicitement grâce à l'univers qu'ils se construisent. Voilà, ça c'est dit. Non, je ne suis pas un hater. Attendez, rangez vos cailloux, je vais m'expliquer. Calmons-nous. Prenons Robert Spengel de son Instagram Thousand Year Style, qui est au demeurant un de mes influenceurs et photographes de mode préférés. Quand tu le suis un peu, tu apprends que c'est un ancien militaire. Le mec est hyper cool. Il porte du tailoring à côté de pièces militaires vintage ou carrément du vêtement tactique contemporain réellement utilisé sur le terrain aujourd'hui. Il définit lui-même son style comme du martial tailoring et il lui arrive de taper la pose avec des looks du genre petit jean blanc, field jacket vintage et lance-grenade. Il utilise tout un jargon tactical à base d'acronymes pour chaque pièce dont il parle, fait des cartes et des kits de survie pour préparer ses voyages, t'explique qu'il choisit un pantalon taille haute pour améliorer son amplitude de mouvement et la mobilité sur le terrain. Et il a créé une collection de bagagerie militaire élégante dont les modèles s'appellent Tango, Alpha ou Bravo. Le tout en créant un univers de panorama, de survivalisme et d'élégance sartoriale sauce Petit Womo. Wow, mais quand tu vois ça, mais ce mec est trop cool. Mais je veux être comme lui, comment qu'on fait des photos? Il est où mon cargo tactical là? Moi je m'en vais, je vais faire ça. Sauf que Robert, en fait, concrètement, il fait quoi? Bah, il voyage, il prend des photos, il fait des reportages, il mange des pizzas, il boit des cocktails, fait du sport et il a une marque de sac. Ce qui est une vie qui m'a l'air très chouette au demeurant, hein. Mais si je te la présente comme ça, c'est pas aussi cool que si je te la saupoudre de toute la sauce G.I. Joe élégant. Et c'est bien ce phénomène qui nous intéresse. Quand Robert, ou un autre influenceur, te montre son image sur Instagram, il prend une toute petite part très singulière de son existence, il l'amplifie, il brode autour, il la nourrit jusqu'à ce qu'elle grandisse d'elle-même et devienne encore plus vraie. Et c'est ton imagination à toi qui fait le reste. Et si lui est un influenceur doté d'un talent sûr pour la direction artistique, la photo et les réseaux sociaux, la même logique de communication s'applique à toi, à moi, à nous tous, à notre échelle. Je ne te dis pas forcément sur Instagram. Le style, ce n'est pas que ça, et encore heureux. Mais dans tes conversations, dans tes rencontres, dans ta façon de te présenter aux autres. La vérité, c'est que la plupart des gens sont normaux sur la plupart des choses qu'il y a à dire sur eux. Allez, au pifomètre, on va dire qu'on est 90% banal pour 10% spécial. Même ce cher Robert et tous tes Instagrammeurs préférés, même les grands acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, même les designers stars. Ils appellent leurs proches pour les fêtes, font dodo le soir, mangent une pizza de temps en temps, galèrent quand ils ont trop de boulot et se sont sans doute déjà sentis ridicules plusieurs fois dans leur vie. Fake it till you make it. Ce qui les distingue en termes d'image et ce qui permet de légitimer aux yeux des gens le fait qu'ils aient, par exemple, un style vestimentaire exceptionnel, c'est pas tellement que le pourcentage de leur vie qui est spécial soit forcément plus grand que celui des autres, c'est plutôt leur aptitude à sélectionner et mettre en avant ce pourcentage dans un scénario cohérent qui les arrange, eux ou leur équipe de com. D'ailleurs, à part dans la mode, ça se passe plus souvent dans l'autre sens. Les gens tendent à choisir des vêtements parce qu'ils appuient et légitiment leur mode de vie plutôt qu'à essayer de se faire une image qui viendrait justifier un style vestimentaire. Si tu veux donc ma formule objective et scientifique de ce qui compose l'authenticité d'un style,
Je dirais 15% de faits réels et objectifs sur lesquels s'appuient 60% d'extrapolation vague et abstraite et 25% de bullshit. Des chiffres sûrs, hein, certifiés par l'INSEE. Ce qui veut dire donc que souvent quand tu entends « j'ai été inspiré par mes longues recherches sur le style prépi américain », ça veut dire Google Images le soir quand je m'ennuie et j'ai feuilleté le livre Take Ivy. Le denim, pour moi, c'est une longue histoire de famille. En fait, c'est... mon père aimait beaucoup Levi's et il m'a refilé des vieux jeans. J'ai été très influencé par mes voyages et la culture du pays qui m'ont imprégné et ont changé ma vision du style. Ça donne plutôt... J'ai fait un semestre en fac de japonais et quand j'ai visité Tokyo, j'ai fait les fripes. Ah aussi, je suis des japonais sur Instagram. Depuis tout jeune, cet acteur des années 50 était une véritable icône pour moi, qui m'a inspiré durant toute mon adolescence. En vrai, c'est... Ah ça va, t'as vu Squeeve McTween et Gary Grant dans un film ou deux et tu t'es dit « Ah mais c'est pas mal comment il s'habille, je vais le faire aussi moi, tiens ». Mais bien sûr, je grossis le trait, je taquine, j'essaye pas de vexer qui que ce soit d'ailleurs. Et puis, est-ce que c'est si mal que ça, l'extrapolation et le storytelling? Je ne pense pas. Je pense au fond que même si on n'est pas si dupe que ça sur l'image que les gens se construisent, la raison pour laquelle on continue d'écouter, d'y croire, qu'on reste sensible au storytelling, c'est parce qu'on a tous envie de rêver. On consomme de la fiction, des reportages, de l'art, de la musique, et on se raconte des histoires, des légendes et des mythes depuis la nuit des temps. Alors, il n'y a pas de mal à le faire via ses vêtements non plus. Il y a juste un petit conseil que je te donnerais, à choisir, mieux vaut remplacer les 25% de bullshit par 25% d'autodérision. De nos jours, c'est presque une forme de parade sociale, due au fait que tout le monde sache plus ou moins que l'on vit dans un monde surmédiatisé où chacun peut se construire sa petite image de rêve. Alors, si tu sens une incompréhension envers tes fringues, grille toi-même en premier, c'est sans doute le move le plus malin que tu puisses faire. Maintenant qu'on a posé ces grands principes du storytelling, attardons-nous sur les quelques éléments d'image qui permettent de légitimer un style. Culture et hobby. Premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la culture, les passions, les hobbies, bref, toute forme d'activité à laquelle tu consacrerais suffisamment de temps pour que tu puisses proclamer « ça fait partie de mon identité ». Exemple bateau et évident, la musique, que ce soit le rock, le rap ou n'importe quel autre genre, personne ne s'étonne du fait que des musiciens ou même de simples amateurs s'habillent en piquant des références à leurs artistes et groupes vénérés. Même rengaine pour la culture cinématographique et les vêtements des personnages, et parfois même le sport. D'ailleurs cela va de soi, mais rappelons-le quand même, on trouve toujours plus authentique les gens qui s'habillent dans un style que l'on aime que ceux qui ont un style qu'on ne comprend pas. On va pas dire à quelqu'un qu'il est déguisé alors que sa façon de se saper reflète tous nos goûts et toutes nos références. Autre chose, tout ce qui peut rendre authentique un style quand il s'accompagne d'une belle histoire, d'un storytelling, peut aussi le décrédibiliser si cette histoire est un peu insuffisante. Par exemple, ces dernières années, j'ai pu entendre à maintes reprises « Ouais mec, j'en peux plus de toutes ces meufs qui portent du trasher alors qu'elles ont jamais mis leurs pieds sur une board. À l'époque, c'était un truc de vrai skater quoi. » Moi je pensais que c'était juste un sweat avec des typos dégueux et des flammes, mais j'aurais appris un truc. C'est ce qui est un peu à double tranchant dans le fait de t'inspirer d'une culture pour nourrir ton style. Trop pointu et trop dans ton délire, et la majorité ne comprend pas ce que tu fais. Mais trop léger et trop superficiel dans tes emprunts sans t'intéresser aux sources et à l'origine, et tu vas te faire épingler par ceux pour qui cette culture représente une véritable identité. Et c'est là, au milieu de ce drôle de paradoxe, de ce numéro d'équilibriste, que tu ferais mieux de sortir ta carte « Bonjour, moi je suis passionné de vêtements. Histoire et fonction du vêtement. » Et oui, pardi, intéresse-toi un peu à l'histoire derrière la pièce que tu portes. À défaut d'être légitime et authentique vis-à-vis de l'univers dont elle est issue, tu peux te légitimer via la maîtrise du vêtement lui-même. Tu vois, si tu portes une western belt alors qu'on t'a vu 2 jours plus tôt avec un perfecto, mais que tu peux expliquer que la ranger belt est un type spécifique de ceinture western inspiré par l'héritage américain, que Irving Scott a inventé le perfecto en le baptisant d'après sa marque préférée de cigares cubains et qu'il l'a rendu croisé sur le devant pour améliorer la protection des motards en cas de chute, le tout en t'y connaissant un petit peu sur ce qu'est un bon cuir, 2-3 noms de tannerie et d'être capable de citer que Marlon Brando et James Dean ont popularisé le perfecto durant l'âge d'or d'Hollywood dans les années 50. Oh, ah, pardon, monsieur, excusez-moi. Même si tu n'es ni un cow-boy du Texas, ni membre d'un club de bikers, tu n'as plus l'air si con que ça. Non, tu es un homme de culture, ouvert d'esprit, avec des goûts éclectiques, qui s'intéresse à plein de choses. Et ça,
C'est cool, non? D'ailleurs, je l'ai expliqué dans l'épisode sur ce qui distingue la mode homme de la mode femme en matière de style masculin, il existe un véritable souci de se forger une légitimité, une origine historique, une fonction pratique, bref, quelque chose d'extérieur à l'aspect purement esthétique et qui justifierait qu'on porte une certaine pièce. D'ailleurs, le b.a.-ba du storytelling en mode masculine, c'est quoi? C'est de te donner envie via l'histoire derrière un vêtement. CQFD. L'âge. Et puis en plus, j'ai remarqué au fil des années que ce besoin de justification se fait de plus en plus fort à mesure qu'un homme mûrit, voire vieillit. Plus son âge l'éloigne du statut de jeune homme, et plus il semblerait que socialement, le fait qu'il fasse des fantaisies vestimentaires soit mal accepté, à moins qu'il ait une bonne histoire bien ficelée pour le justifier. Et je trouve que ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai l'impression que les jeunes, quelle que soit leur génération, expriment toujours une forme d'aversion pour les classiques de leur temps, comme si c'était pour les vieux. Il faudrait un petit peu de temps pour chercher les raisons derrière ce constat, même si j'ai 2-3 idées. Mais ça expliquerait pourquoi les hommes, plus ils dépassent la vingtaine et la trentaine, plus tu les vois en tant que clients dire qu'ils cherchent un truc sobre, classique, intemporel justement. Argent et classe sociale. Si tu as lu du Bourdieu, contrairement à moi qui ai juste Google et une bonne mémoire, tu sais à quel point on peut considérer le vêtement comme un marqueur d'appartenance à une classe sociale. Je vais pas enfoncer les portes qui ont été ouvertes il y a très longtemps par des gens plus experts que moi en la matière. Mais la nuance que moi j'aimerais apporter à ça, c'est que, à mon avis, le vêtement n'est plus un marqueur de classe sociale aussi fort que par le passé. Ou du moins, il n'est plus aussi strictement délimité par marque ou par type de pièce qu'il n'a pu l'être auparavant. Notamment parce qu'il y a eu de multiples renversements des codes au fil des décennies. La classe dite moyenne, voire même populaire, s'offre de temps en temps des griffes de luxe. Et d'ailleurs, le luxe a de plus en plus étendu son offre de façon à toucher ces cibles-là aussi. Les gens pointus dans la mode font tout pour porter des trucs dont on voit qu'ils sont spéciaux, mais il faut que personne ne puisse se dire immédiatement d'où ils viennent. Du coup, le marqueur n'est plus aussi évident que ça. Quant aux riches, qu'on aurait auparavant définis comme classe supérieure, ils ont récupéré un nombre incalculable de fois les codes des classes les plus pauvres parce que ça offrait un bon moyen de se donner des airs de subversion et de rébellion. Ouh là là. Si bien que dire telle pièce et telle marque c'est pour les trucs bidules et ça c'est pour les trucs machin, ça n'a plus tellement de sens pour moi. D'ailleurs, ça doit bien faire 10 ans que les hommes les plus riches au monde préfèrent le vieux sweatshirt dégueulasse au costume. Le monsieur capitaliste avec le chapeau mode forme du Monopoly, il est un peu mort, faut croire. À mon avis, si tu veux être malin dans ta façon de décrypter des codes sociaux vestimentaires, quels qu'ils soient, que ce soit pour te les réapproprier ou pour comprendre ce qui se passe chez les autres, c'est le seul truc qu'il faut pas oublier. Les codes ont été tellement secoués dans tous les sens que c'est plus si simple que ça. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. La profession. La question du métier, de la profession, elle est dans la continuité de celle de la classe sociale. Et comme elle a un peu perdu de sa force. Même s'il reste quand même 2-3 jobs qui légitiment assez bien une tenue et un style. Un exemple que j'ai pu constater pas mal de fois, il y a une énorme affinité entre les juristes et le style habillé, donc potentiellement sarto, alors que c'est pourtant une très petite niche stylistique de nos jours. Encore plus souvent chez les avocats d'ailleurs, sûrement parce que parmi les juristes, ce sont ceux qui jouent le plus sur le côté prestance. Pareil, si je te dis je suis directeur artistique, que ce soit dans la mode ou n'importe quel autre domaine, moi je m'attends à ce qu'en tant que créatif, tu puisses me sortir à peu près tout et n'importe quoi vestimentairement parlant, du moment que ça permet à tout le monde de bien voir que tu as une démarche esthétique, créative, artistique qui transparaît dans tout ce que tu fais. C'est pratique comme image, ça laisse une belle marge de manœuvre. Après, le problème de s'habiller uniquement en fonction de ton métier, c'est que tout le monde n'exerce pas un job auquel on attribue automatiquement un style et qui, en plus, représente une forme de valorisation potentielle. Puis même, tout le monde n'a pas envie d'être un cliché de son job. Le physique. Je vais passer rapidement sur la question de la beauté plastique parce que j'ai déjà bien développé ça dans l'épisode sur le charisme. Mais bien sûr, si tu as un physique et un visage dans les canons, une beauté plastique reconnue, tu sentiras sans doute que tu es moins limité que les autres par des questions de crédibilité entre ton apparence et tes fringues. Rien de nouveau, le rôle d'un mannequin, c'est quand même de mettre en valeur les fringues via l'association de son image à la leur et non l'inverse. Mais réciproquement, j'ai déjà pu remarquer qu'en termes de style, les gens étaient plus sévères avec ceux qui ne disposaient pas de ces atouts-là.
ce qui, je trouve, bride pas mal de personnes dans le développement de leur style. Ce qui est dommage, parce qu'un homme, même s'il n'est pas beau plastiquement, peut ajouter beaucoup à son charisme s'il parvient à développer un vrai style. Les origines, l'ethnie et la nationalité. Et voilà, j'ai encore mis les pieds dans un sujet délicat dont personne ne veut parler. Pourquoi je fais ça, Louis? Pourquoi? Pas, hein. Et oui, il est délicat et pour cause, c'est vrai que quand les gens commencent à discuter de qui peut porter quoi en fonction de sa couleur de peau et ses origines, ça peut déraper sur des propos un tout petit peu limites. Mais pourtant, ça mérite quand même d'être expliqué parce que c'est un critère comme un autre qui n'échappe pas au mécanisme de jugement par association d'idées. Premier exemple, es-tu d'origine asiatique? Si la réponse est non, est-ce que tu penses que tu peux porter ça comme le fait Errolson Hughes, le fondateur d'Acronym, et obtenir le même résultat, la même crédibilité? À toi de me le dire. En tout cas, ce n'est pas un secret si je te dis que pour établir cet univers techwear particulier, Acronym a vraiment joué sur l'association d'idées, arts martiaux, ninja, futurisme, mais aussi volume de coupe expressif. Épisode 15 sur les 3 écoles de la coupe. D'ailleurs, si le créateur lui-même reste un des mannequins principaux pour sa propre marque, c'est aussi parce qu'il a la dégaine pour. Asiatique, crâne rasé, trait un peu dur, il joue très bien sur le côté discipline et arts martiaux orientaux. Par la force des choses, t'es tenté de trouver ça plus cohérent sur un asiatique que sur moi par exemple. Ou alors pour faire techwear ninja, il faudrait vraiment que je cache tout quoi. Exemple suivant, as-tu une part importante de tes origines provenant d'Afrique subsaharienne ou d'autres zones du monde où les gens ont la peau plutôt noire? Si la réponse est non, est-ce que tu penses que tu peux porter ce genre de look avec des motifs all over très contrastés, d'inspiration africaine manifeste, ou encore des couleurs très vives et proches du visage, aussi bien, mettons, que Karl Edwin Guerre? Alors, cet exemple-là est un peu plus compliqué que le précédent parce que oui, ça vient bien d'une association d'idées sur les origines des motifs et de leurs couleurs, mais c'est aussi lié à des raisons plus pragmatiques et techniques. En particulier le fait que pour porter des couleurs aussi vives dans des proportions aussi importantes et aussi près du visage, il vaut vraiment mieux ne pas avoir la peau trop claire, voire même carrément foncée. Ce qui serait un bon sujet pour une autre fois. Après là, je te parle de légitimité vis-à-vis d'origine ethnique, le genre de choses que tu vois au premier coup d'œil. Mais en fait, tu vois la même chose sur la légitimité par rapport à une origine culturelle ou même une nationalité. Exemple, tiens, celui-là, je l'ai eu toute ma vie. Si tu vois un Italien en France avec un look qui est à mi-chemin entre le sarto et la frime décontractée et qui se permet des trucs un peu aventureux dans ses looks, là aussi tu seras sans doute tenté de dire « Ah ouais, mais bon, il est italien quoi !» Mais tu sais, les Italiens pensent la même chose des Français en plus. Ouais. Les Anglais, pareil. Il y a une époque où je n'en pouvais plus tellement personne ne pouvait parler de style formel sans dire « so British ». Bam, 2 mots et ton cerveau te balançait des images avec du gris, des parapluies, des tasses de thé, des brogues et des gens d'une politesse exagérée. Et je te parle même pas du fait que toute conversation au sujet du kilt se solde presque toujours par « Ah ouais, mais le kilt c'est ok, c'est stylé, mais seulement si t'es écossais ». Et bien sûr, pour être clair, je ne te dis pas que tu ne devrais pas porter ceci ou cela parce que ta couleur de peau et ta nationalité, nanani nanana. Je te dis juste que les gens jugent. Le caractère et la personnalité. Enfin, dernier point qui légitime souvent un style aux yeux des gens, c'est le caractère, la personnalité. Sans m'aventurer dans une liste interminable et puis sans doute très subjective de quels traits de caractère on associe à quelle pièce, j'aimerais juste souligner que ce paramètre peut être totalement tourné à ton avantage. Parce que les gens évoluent. J'ai vu des timides et même des bègues devenir des bons orateurs capables de tenir un public pendant de longues minutes. J'ai vu des nerveux, des agités apprendre à être plus à l'aise et plus posés. Et des grands réservés qui ont appris à se laisser un peu aller. Alors plutôt que de te dire « Ah, j'aimerais beaucoup porter ça, mais il faudrait que je sois un peu plus comme ça pour avoir le droit de le porter », dis-toi justement que c'est là que le vêtement a un rôle positif à jouer. Puisque le monde te renvoie un jugement à travers l'image que tu montres de toi. Ne le subis pas, tire-en parti et construis-toi un style qui te renvoie à toi-même l'image dont tu as besoin. Pas un style qui te trahisse, qui cache qui tu es, non, mais un style qui te donnera un petit bonus, le léger coup de pouce dans la direction de ce que tu as envie d'être et de devenir. Mais est-ce qu'on peut aller trop loin? Est-ce qu'on peut changer son identité vestimentaire trop vite? Bien sûr. D'une part, c'est comme un élastique, tu peux l'étirer, mais si tu y vas trop fort ou dans des directions opposées, il casse.
D'autre part, c'est progressif, on ne change pas son style du jour au lendemain, tu dois laisser le temps à ton entourage de s'habituer petit à petit, mais aussi te familiariser toi-même avec cette nouvelle image que tu changes, jusqu'à ce qu'elle te semble naturelle. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si d'autres épisodes t'ont donné des clés pour comprendre le style, j'espère surtout que celui-ci t'aura apporté des réflexions qui t'aideront à naviguer au travers de la société agilement et sans crainte d'être jugé. Comme toujours, lâche-moi un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets-moi un petit commentaire, ça me ferait très plaisir, et puis moi je te dis à la prochaine.